Bonjour à tous et merci beaucoup à la SFR d'avoir soutenu mon projet de thèse en recherche basique avec une bourse et me donner l'occasion de présenter mes résultats aujourd'hui. Tout d'abord, il faut dire que c'est ma toute première présentation en français aujourd'hui. Excusez s'il vous plaît mon accent, mes erreurs et mes notes aussi. Ok. Alors, pour commencer, la raison pour laquelle nous nous intéressons à la diversité des osteoclastes s'explique par le fait qu'ils sont issus de la fusion de divers progéniteurs myéloïdes. Et bien que l'hétérogénéité de toutes ces cellules myéloïdes, comme les macrophages, les monocytes et les cellules dendritiques, soit très bien décrite, la diversité des osteoclastes est juste présente, très peu étudiée. Et en fait, différentes cellules myéloïdes matures peuvent donner naissance à des osteoclastes différents en fonction de leur contexte, qui sont capables de résorber de l'os, mais aussi d'avoir une fonction immunitaire. Et mon équipe a décrit avant que les osteoclastes des monocytes sont fortement représentés dans les conditions physiologiques et ils induisent une tolérance immunitaire, tandis que les osteoclastes des cellules dendritiques sont associés à un état inflammatoire et induisent efficacement des cellules T inflammatoires. Et l'objectif de mon projet était de mieux décrire la diversité des osteoclastes observés dans ces milieux hétérogènes en utilisant des méthodes transcriptomiques et en étudiant leur métabolisme énergétique. Pour ça, nous avons procédé au single-cell RNA sequencing sur les osteoclastes triés qui sont dérivés des cellules totales de l'homo osseuse et donc représentant la diversité physiologique des osteoclastes. Nous n'avons trié que les osteoclastes contenant 5 et 6 noyaux et nous avons observé que ces osteoclastes forment 6 groupes ou clusters différents qui partagent tous une expression élevée des gènes typiques marqueurs pour les osteoclastes. Et l'analyse de la trajectoire a montré que les osteoclastes se subdivisent en fait en 2 lignées différentes. Dans ces 2 lignées, on a identifié 2 marqueurs, CD200 et CD1333, qui sont associés à chaque lignée et qui permettent de distinguer par cytométrie en flux 2 populations différentes d'ostéoclastes. Et brièvement, l'analyse de la signature transcriptomique de chaque des 6 sous-populations d'ostéoclastes a révélé des différences importantes d'un groupe à l'autre dans des voies métaboliques telles que la glycolyse et le métabolisme mitochondrial, mais ainsi que dans la résorption osseuse et la fonction immunitaire. Et c'est pourquoi on a décidé d'examiner de plus près ces différences dans les osteoclastes. L'étude métabolique était réalisée en utilisant la nouvelle approche CENIT, qui est basée sur la cytométrie en flux et qui nous permet de mesurer des dépendances métaboliques par la quantification de l'activité traductionnelle. Nous avons observé que les osteoclastes CD1332 positifs dépendent significativement plus du glucose et ont une capacité glycolytique plus élevée par rapport aux osteoclastes CD200 positifs, qui par contre ont une dépendance mitochondriale plus élevée. Important, les mêmes résultats ont été obtenus sur les osteoclastes isolés directement des os longues de nos souris ex vivo, qui est un méthode que nous avons réussi à mettre en place récemment et qui nous permet d'étudier les osteoclastes dans leur environnement in vivo. En ce qui concerne la fonction de résorption osseuse des osteoclastes, nous avons observé des différences d'expression des gènes qui sont impliqués dans ce processus. In vitro, des sous-groupes d'ostéoclastes triés ont été mis en culture sur la plaque de résorption et nous avons pu observer qu'après 48 heures, les osteoclastes CD200 positifs se résorbent significativement plus que les CD1632. Après, on a étudié la capacité de présentation antigénique de 2 sous-groupes des osteoclastes en utilisant l'OVADQ. Les osteoclastes CD1332 sont significativement plus rapides et plus efficaces dans cette fonction en accord avec les données transcriptomiques. Et enfin, nous avons également analysé la capacité des osteoclastes à activer des cellules T naïves. Dans les 2 populations d'osteoclastes, on était triés et subcultivés avec des cellules T CD4 positifs, OT2, qui reconnaissent spécifiquement le petit ovalbumin, qui est présenté par l'ostéoclaste. En accord avec leur activité de présentation antigénique, les osteoclastes CD1332 induisent une plus grande prolifération
les cellules T que les ostéoclastes CD2 sont positifs. Et fait important, aussi les cellules T stimulées par les ostéoclastes CD200 correspondent à des cellules T régulatrices, FOXP3 positifs. Au contraire, les cellules T stimulées par des ostéoclastes 13-32 sont inflammatoires et produisent le TNF-alpha et le RONC-ligand. Et dans la dernière partie du travail, nous avons également comparé la diversité des ostéoclastes dans l'ostéoporose induite par l'ovariectomie dans nos souris et le contrôle sham. Au niveau transcriptomique, la distribution des clusters est très similaire dans ces deux contextes, mais cependant, des différences sont observées dans les voies associées à la différenciation des ostéoclastes, la fonction immunitaire et aussi au métabolisme mitochondrial et glycolytique. Nous avons donc analysé les ostéoclastes obtenus ex vivo de nos souris. La proportion de la population CD200 diminue et celle de la population CD16-32 augmente chez la souris OVX. L'analyse CNIT du métabolisme révèle que chez les souris OVX, les ostéoclastes ont une augmentation du métabolisme glycolytique, mais aussi du métabolisme mitochondrial, ce qui pourrait indiquer une augmentation générale des excisions énergétiques dans les ostéoclastes pendant l'ostéoporose. Et pour conclure, ce projet a montré que les ostéoclastes sont hétérogènes à la fois in vitro et in vivo. Nous avons identifié deux sous-populations différentes d'ostéoclastes, dont la proportion change dans l'ostéoporose. Les ostéoclastes CD200 dépendent fortement du métabolisme mitochondrial et sont très efficaces dans la résorption osseuse. Et d'autre part, les ostéoclastes CD13-32 ont caractérisé par une glucolyse anaérobique et une fonction immunitaire pro-inflammatoire. Notre nouvelle approche pour isoler les ostéoclastes directement ex vivo permettra une analyse plus poussée des ostéoclastes sans l'environnement artificiel de culture in vitro. Et enfin, l'identification des marqueurs de certains sous-ensembles des ostéoclastes permettra une meilleure caractérisation des fonctionnalités des ostéoclastes en conditions normales et pathologiques et permettra l'identification des nouvelles cibles pour interférer avec la perte osseuse dans l'ostéoporose ou d'autres maladies telles l'arthrite. Je remercie toute mon équipe, nos collaborateurs et nos soutiens financiers. Il faut toujours remercier la SFR pour la confiance et le soutien. Et oui, merci à vous pour votre attention. Bravo pour cette belle présentation. On a des questions dans la salle. Peut-être, merci beaucoup. Une première question sur l'importance du phénotype inflammatoire chez les souris ovariectomisées. Est-ce que vous retrouvez cette up-régulation de l'inflammation en dehors des ostéoclastes? Est-ce que c'est une inflammation systémique? Bon, en général, l'ostéoporose, c'est une inflammation chronique de low grade. Par exemple, on a aussi travaillé sur notre projet et on a vu que, par exemple, c'est un état inflammatoire général dans l'intestin de la souris. C'est une leaky gut syndrome. Alors, ce n'est pas une inflammation acute, mais oui, c'est une inflammation chronique low grade. Oui. Et moi, j'ai une petite question sur votre stratégie pour définir les deux phénotypes principaux d'ostéoclastes. C'est une approche a priori, c'est-à-dire que c'est des phénotypes déjà décrits, qu'il y a les ostéoclastes CD200, les ostéoclastes avec des récepteurs aux IgG, ou alors c'est l'analyse de votre dataset de single-cell RNA-seq qui a fait ressortir ces deux clusters que vous avez comparés. Est-ce que vous avez fait un clustering non supervisé, ou alors est-ce que vous êtes parti de l'hypothèse qu'il existait déjà ces deux clusters de cellules différentes? Alors, ces deux marqueurs sont nouvelles, qu'on a pu identifier avec notre single-cell RNA sequencing. L'analyse, oui, c'était un supervisé, c'était juste, on a pris les chaînes les plus différemment exprimées dans les clusters. Après, on travaille toujours avec les ostéoclastes dérivés des différents progéniteurs, parce que ça, c'est déjà décrit dans mon équipe. On sait qu'il y a beaucoup de marqueurs qui sont différemment exprimés, qui sont liés ou pas aux fonctions différentes des ostéoclastes. Et par exemple, ces deux marqueurs, on a pu retrouver dans les ostéoclastes des différents progéniteurs aussi. C'est un peu, on a cherché des nouveaux marqueurs, mais on a vérifié dans notre
description des ostéoclastes d'avant pour confirmer. Ok, super. Mais bravo, en tout cas, très belle présentation. Merci beaucoup.